Il était une fois un gentilhomme qui avait épousé en secondes noces une très hautaine et très orgueilleuse dame qui avait de son premier mari 2 filles qui, hélas, lui ressemblaient en toutes choses. Le gentilhomme avait de son côté, de sa première femme, une jeune fille qui était la douceur et la bonté même. Et naturellement, sa belle-mère la haïssait, car les qualités de la jeune enfant faisaient ressortir les défauts de ses propres filles. Et elle la chargeait de toutes les plus viles et fatigantes corvées de la maison, l'habillant de loques, la logeant dans une soupente et la faisant coucher sur une paillasse, tandis que ses propres filles n'avaient à se soucier que de se pavaner dans leurs splendides toilettes et possédaient chacune leur chambre avec des dorures et des miroirs partout où elles se pouvaient admirer des pieds jusque à la tête. Lorsque la pauvre jeune fille avait terminé son ouvrage, on ne lui permettait que de s'asseoir au coin de la cheminée, dans les cendres, afin de la mieux humilier. Et c'est pourquoi on l'appelait Cendrillon. Mais malgré ses haillons, elle était très belle, 100 fois plus belle que ses sœurs. Or, il advint qu'un jour, la belle-mère rentra de la ville dans un état d'agitation extrême. Oh, ce soir, il y a un grand bal au palais. Le prince a invité toutes les jeunes filles du royaume. Vous, mes filles, vous irez à ce bal. Mais pas toi, Cendrillon. Va les aider à se préparer. Folles de joie, les 2 filles se mirent à frétiller, à sortir leurs plus beaux atours et leurs plus beaux bijoux, afin de séduire ce prince qui était non seulement très bel homme, mais aussi le fils du roi, et par conséquent le prince héritier. Car ces 2 pimbèches n'aspiraient chacune à rien moins qu'à devenir reine un jour. Cendrillon, on paye mes cheveux. Cendrillon, nettoie mes chaussures. Cendrillon, ramasse ma robe. Cendrillon, pardonne-moi. Cendrillon, fais ceci. Cendrillon, fais cela. Et maintenant, en route pour le bal. Tâchez de gagner le prince, mes filles. Cendrillon suivit des yeux leur carrosse le plus longtemps qu'elle put, et lorsqu'elle ne le vit plus, elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Or, il se trouve que Cendrillon avait pour marraine une fée. Et cette fée, sa marraine, la voyant tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. Oh, j'aimerais tellement aller au bal. Cendrillon, tu iras à ce bal, mais pas dans ces haillons. Tu seras merveilleusement bien habillée. Et elle la toucha de sa baguette magique. Et voilà que ses haillons furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Et sa belle coiffure blonde fut ceinte d'un beau diadème de perles. Et aux pieds, elle portait une paire de précieuses pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Lorsqu'elle fut ainsi parée, Cendrillon se demanda comment la bonne fée ferait pour qu'elle puisse la transporter jusqu'au palais. Et maintenant, il me faut 6 souris, un rat et une citrouille. La fée alla regarder dans la souricière, où elle trouva 6 souris toutes en vie. Au fur et à mesure qu'elle les touchait de sa baguette, chaque souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris de souris pommelées. Puis, elle alla regarder dans la ratière, où elle trouva de même 3 gros rats bien vivants aussi. La fée choisit celui d'entre les 3 qui avait les plus belles moustaches, le toucha de sa baguette, et le rat se transforma en un beau gros cocher, majestueux et moustachu. Lorsque la citrouille que la fée avait demandée fut apportée, elle la creusa, et n'ayant laissé que l'écorce, elle la toucha de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout en or. En outre, elle réclama 6 lézards que l'on devait trouver dans le jardin derrière l'arrosoir. On ne les lui eut pas plutôt apportés que la fée les changea en 6 gracieux laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés et qui s'y tinrent comme s'ils n'eussent fait autre chose de toute leur vie. Cendrillon était émerveillé et battait des mains à chaque magique transformation. Mais la fée lui fit une certaine recommandation. Cendrillon, n'oublie pas, tu dois quitter le palais avant le dernier coup de minuit. Et elle ajouta que si Cendrillon demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait une citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, son cocher un rat, et que ses beaux habits redeviendraient des loques. Cendrillon promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit, et, ne se sentant pas de joie, monta dans son beau carrosse en or. Amuse-toi bien, Cendrillon. Merci, bonne fée. Cocher,
Au palais. En avant! Vue! La venue de ce glorieux équipage au palais fit grande sensation. On alla vite avertir le fils du roi qu'il était arrivé une princesse inconnue et il se précipita pour l'accueillir et lui faire honneur. Il lui donna la main à la descente du carrosse et, tout ému, il la mena dans la salle où était la compagnie. Et cette salle était rutilante de lumière. À leur entrée, il se fit un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler la stupéfiante beauté de cet inconnu. On n'entendait qu'un murmure confus. « Ah, qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine. « Vous, mis à part, mamie, jamais je ne vis si belle et si aimable personne. » Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits pour essayer d'en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez riches et des ouvrières assez habiles. Le fils du roi la fit asseoir à la place la plus honorable et lui fit apporter une fort belle collation dont le jeune prince ne mangea point tant il était occupé à considérer cette fascinante et poétique jeune fille. Puis Cendrillon alla s'asseoir auprès de ses demi-sœurs et leur fit mille honnêtetés, ce qui les étonna fort, car elles ne la connaissaient point. Le prince, éperdu de ravissement, la mena danser. Toute la compagnie fut émerveillée à la vue de ce couple si gracieux, si élégant et si bien assorti. Et le pur bonheur qui inondait chacun de leurs deux cœurs faisait briller leurs yeux de mille feux, alors que chastement enlacés, les deux beaux jeunes gens, par l'amour, le parfum et la musique, se laissaient griser. Et inlassablement, ils dansèrent et ils dansèrent, et tout le reste du monde, ils oublièrent. Et inlassablement, ils dansèrent et ils dansèrent, et les heures, ils oublièrent. Jamais de leur vie, ils n'avaient été aussi heureux. Soudain, il est minuit. Les 12 coups de minuit commencent à sonner. Minuit, l'heure fatidique. Cendrillon se réveille en sursaut. Elle se souvient de la promesse qu'elle a faite à la fée, sa marraine. Elle se souvient qu'elle doit avoir quitté le bal avant que la cloche n'ait fini de sonner les 12 coups de minuit. Brusquement, elle se détache des bras du prince désolé. Elle l'abandonne, elle s'enfuit. Elle s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Elle traverse la salle en courant. Elle court, elle arrive à l'escalier d'apparat. Elle dévale les marches de marbre en courant. Et en courant et en dévalant, elle perd une de ses précieuses pantoufles de verre. Le prince, fort en peine, pensant qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui était cette mystérieuse princesse, ramassa bien soigneusement cette pantoufle en se disant « Je ferai essayer cette pantoufle de verre à toutes les jeunes filles du royaume, jusqu'à ce que je retrouve la belle inconnue. » Or, Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais et avec ses méchants habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'une de ses pantoufles, la sœur de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne, qu'une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer à toutes les princesses, à toutes les duchesses, à toute la cour, mais inutilement, personne ne pouvant prétendre avoir le pied si miraculeusement fin et gracieux. La belle-mère dit à ses filles « Oh, le prince fait essayer la pantoufle de verre par toutes les jeunes filles du royaume. C'est l'une de vous qui doit gagner. Pas toi, Cendrillon !» En effet, le prince vint chez les deux sœurs. Oh, le prince! Oh. Je cherche la jeune fille qui pourra porter cette pantoufle de verre. La première des sœurs l'essaye, puis l'autre, et même la belle-mère, mais aucune ne peut en venir à bout. Et la jeune fille là-bas? Oh, ce n'est que Cendrillon! Cendrillon, puis-je essayer cette pantoufle de verre à votre pied?
Il fit asseoir Cendrillon et, approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'il y entrait sans peine. Elle va parfaitement bien. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son autre pied. Enfin, j'ai trouvé celle que j'aime vraiment. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir aussi magnifiques que ceux qu'elle avait eus au bal. Alors, ces deux sœurs reconnurent la belle personne qui leur avait fait tant de civilité, et elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant: Oh, je vous pardonne de tout mon cœur et je vous prie seulement de m'aimer bien, toujours. Ravi de constater que Cendrillon était aussi bonne que belle, le prince, peu de jours après, l'épousa et ils furent très très heureux et eurent beaucoup d'enfants.